Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif des antinucléaires des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux nous informer pour mieux agir. On a consacré de nombreuses émissions au projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires haute activité à vie longue dans l'est de la France, à Bure. Il semble que ce lieu soit en passe de devenir emblématique de la lutte antinucléaire en France. En effet, il s'y organise une résistance acharnée à un projet de gestion, entre guillemets, de déchets nucléaires qui se révèle bien ingérable puisque ce projet consiste à les mettre dans un grand trou et à les recouvrir de terre. Je schématise, mais grosso modo, c'est le but de l'histoire. On ne gère pas les déchets nucléaires pour 100 000 ans, on tente de les faire oublier. Quelques personnes ont décidé, au contraire, de faire savoir de quoi il s'agissait exactement, en sillonnant la France depuis le mois de janvier, je crois, et elles feront étape à Marseille entre les 17 et 20 avril. Donc, on a quelqu'un avec nous au téléphone aujourd'hui. Alors, cette émission est enregistrée, mais je crois que vous êtes dans le sud-ouest de la France aujourd'hui, fin mars, pas loin de la centrale de Golfech. Voilà. Vous voyez les fumées? Non, on la voit pas. Parce que quand on voit les fumées, on dit c'est bon signe, ça veut dire que ça marche. Que c'est pas Ça dépend quel nuage. Que c'est pas, voilà, exactement, que c'est pas en panne. Et encore, ceux-là aussi sont... Enfin bon. Oui. Bon, donc, alors, vous allez passer nous voir à Marseille, c'est super, on est ravis. Alors, votre caravane, puisque c'est une caravane, s'appelle l'Atomic Tour. De quoi s'agit-il, l'Atomic Tour? Vous êtes qui? Vous venez d'où? Pourquoi faire? Eh ben, on est plusieurs personnes à faire le tour de France, donc en camionnette. Alors, bon, on n'a plus de caravane. Au départ, on avait une caravane, on n'en a plus. Mais bon, Là, on est en camionnette et du coup, on fait de l'information. On exporte un peu la lutte de Bure et pas que. Enfin, et pour aussi aller découvrir les luttes locales, les luttes antinucléaires locales, et aussi pour redonner de nouvelles informations sur ce qui se passe à Bure depuis la fin de l'évacuation du bois. Du coup, on fait un partage de parole. C'est une des actions qu'on fait dans chaque étape qu'on fait. Donc, c'est 50 étapes à travers la France. On est parti du 15 janvier. On va arriver le 9, 10, 11 août pour les burlesques, le festival des burlesques, qui est un festival localement qui se situe du côté de Bure et où il y a des concerts, etc., etc. Et de l'information, tout ce qu'on peut voir par là. Et du coup, dans les 50 étapes, on essaye de faire un partage de parole, donc c'est-à-dire d'aller voir les gens dans la rue et en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent du nucléaire, s'ils aiment bien le nucléaire ou pas, et si oui, si non, et pourquoi en fait ils ont cette position. Et on a des surprises des fois. Oui, alors ça donne quoi ça? Ça donne que par exemple, je dirais 80% des gens, plus on s'éloigne d'une activité nucléaire, plus on atteint ce chiffre de 80% de gens qui sont contre le nucléaire. Ils ont une sensibilité contre. Après, parfois ils n'ont pas d'arguments, parfois ils ont des arguments. Parfois c'est le nucléaire militaire, parfois c'est le nucléaire civil. Ça va dans tous les sens. Parfois c'est les déchets. Ça va dans tous les sens dans les réponses. Et plus on se rapproche d'une activité nucléaire, plus les gens sont pour le nucléaire. Et même dans les pour le nucléaire, il y a quand même quand on parle des déchets, ça reste quand même une problématique que même les pour ont tendance à mettre en avant. Alors juste ça m'interpelle là, ce que tu dis, parce que en fait normalement, si on est à côté d'un réacteur nucléaire, on devrait sentir le danger quand même. Donc ça veut dire que pour eux c'est inoffensif.
Non, je dirais plus que c'est l'achat des consciences qui passe avant. C'est-à-dire que les Voilà. gens qui vont habiter autour sont souvent des gens qui travaillent dedans ou connaissent des gens qui travaillent dedans, un peu comme ce qui se passe à Bure, hein. C'est toujours en projet Bure, il n'y a toujours pas de déchets, c'est juste un laboratoire. Mais déjà, il y a de l'argent de l'argent en compensation de la construction de ce laboratoire depuis les années 2000. Et donc, on voit très bien l'achat des consciences avant l'arrivée du projet même. Et pour Bure, on a dépassé la somme symbolique du milliard de dépensés en compensation du laboratoire et non pas du projet. Donc c'est vraiment l'achat de conscience. Et automatiquement, les gens, quand ils connaissent quelqu'un qui travaille dans l'entreprise nucléaire, et ben c'est plus compliqué de s'affirmer. Surtout, je prends l'exemple de Bure. Après, c'est un peu partout pareil, hein, Cherbourg, enfin toutes les villes où on peut, ou Gravelines, etc., toutes les villes ou villages qu'on peut voir aux alentours, en général c'est comme ça que ça se passe. Mais les gens ont du mal à s'affirmer ou à en discuter contre, parce que justement cette manne financière fait que tout le monde est acheté en fait. Ça va des associations. Enfin, pour l'exemple de Bure, c'est vraiment les associations, les mairies, les festivals, tout en fait, tout est acheté. Donc l'achat de conscience est vraiment là. Donc c'est difficile pour eux de s'affirmer. Pour les contres, c'est difficile de s'affirmer et d'être majoritaire, sachant que la plupart des gens qui travaillent cherchent toujours à habiter à côté. Donc on peut voir aussi des anciens d'EDF, anciens maires ou maires actuels des villes à côté. Enfin, c'est toujours cette même cet environnement-là qu'on voit, quoi. Oui, oui. Puis on voit bien les grandes piscines municipales, hein, Oui, tous voilà, les enfin, voilà, investissements qui ont été faits dans tous les villages autour. Voilà. Bon, enfin, voilà. c'est le truc habituel. Mais enfin bon, donc on est bien d'accord que le fric fait oublier le danger. Bon, bah on s'en doutait, mais c'est bien confirmé Ah oui, oui, par les interviews de terrain. Bon, oui. allez, on va parler de Bure. On va rappeler ça fait des années qu'on en parle, mais ici dans cette émission. Mais si tu peux nous rappeler ce que c'est exactement que ce projet énorme là. Bah, tu l'as bien présenté, donc ça veut dire que c'est au départ c'est la construction d'un laboratoire qui s'est fait depuis les années 2000. Les gens ont lutté avant, c'est pas une lutte d'aujourd'hui. C'est pas une lutte d'aujourd'hui à une trentaine d'années, enfin au début des années 90. Hein. Et du coup, c'est les gens luttaient contre la construction du laboratoire qui s'est fait en 2000. Et depuis 2000, il y a eu un renversement un peu dans la lutte, changement de génération, etc. Et, euh, et du coup, là, il y a le projet qui a été un peu sous le nez de tout le monde. Les gens luttaient contre le laboratoire parce qu'ils savaient que le projet allait venir derrière. Pour ceux qui luttaient contre, pour ceux qui étaient pour, ils étaient pour la recherche. Mais personnellement, de voir comment la recherche est faite, c'est pas comme ça qu'on aimerait bien qu'elle soit menée, surtout avec 1 milliard de dépensés en compensation d'un labo. Et, euh, et en fait, c'est depuis les années 2000, les gens luttent contre du coup le projet qui a été annoncé, je sais plus quelle année, mais tout doucement ils ont annoncé qu'il y allait avoir un projet peut-être, etc. Alors qu'au départ, enfin vraiment au départ après la construction du laboratoire, ils disaient non, il y aurait pas de projet, pour l'instant c'est juste un laboratoire, il y a pas de projet en cours, etc. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, on découvre continuellement de nouvelles choses. Il va y avoir un projet, il va y avoir un stockage en surface, il va y avoir des puits de ventilation, donc vraiment une pollution qui va être présente pour toutes les campagnes autour. Ah, attends, Et juste, ça va être. Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on alors, va, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans en fait, parce qu'est-ce que qu'on va mettre là-dedans? Alors, on va dire, c'est pas des alors déchets, pour donner c'est pas des, des poubelles normales, hein. On est bien d'accord voilà, c'est là. pas des poubelles normales, hein, c'est des poubelles, une grosse poubelle nucléaire, donc des déchets radioactifs, donc de moyenne activité vie longue et de haute activité vie longue. C'est en gros les pires déchets qui existent aujourd'hui dans nos centrales. Pour donner vite fait un chiffre, c'est 99% de la radioactivité totale contenue dans tous les déchets français et ça représente 3% de la matière. Donc c'est vraiment les pires, ceux qui concentrent la plus grosse radioactivité qui pose problème. Enfin, tous les déchets posent problème, mais ceux-là encore plus. Donc haute Donc activité, ça veut dire qu'ils sont extrêmement radioactifs. Et vie longue, c'est quoi une vie longue pour un déchet? alors là, C'est il y a 2 ans, 50 3 déchets. ans? Il y a 50 déchets, il y a 50 déchets dans les déchets nucléaires et c'est compliqué de vous donner ça va de 25 000 ans pour le plutonium, enfin 25 000 ans dit par Areva, alors qu'en fait on est sur on va plutôt tabler sur du 400 000 voire un peu plus, 400 000 ans et on peut aller sur le million d'années facilement quoi, voire même beaucoup plus. C'est-à-dire que toujours sur les chiffres c'est compliqué
d'avoir des bons chiffres. Enfin, selon eux, on va dire selon Areva, c'est la durée de vie, c'est 25 000 ans pour le plutonium. Et sachant qu'à Bure, il n'y aura pas de plutonium, mais c'est le plus court. C'est la vie la plus courte. Dans les déchets, c'est le plutonium. En gros, dans ce type de déchets, oui, parce que après. Mais c'est-à-dire que ça décroît, ça rayonne. Enfin, ça une émission de radioactivité pendant, comme tu l'as dit, alors, il y a certains déchets, c'est effectivement 100 000, 200 000, 300 000 ans, 1 million d'années, pour épuiser la radioactivité, en fait. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, les gens sont exposés à des risques. Je voulais juste dire par exemple que il y a des produits comme le strontium. Le strontium, c'est cancer des os, c'est-à-dire que ça substitue au calcium dans les os et ça fait des cancers des os. Enfin, chaque élément radioactif a une petite particularité sympa comme ça, quoi. C'est-à-dire le plutonium, c'est cancer du poumon, enfin voilà. Et donc, oui, c'est pas des déchets comme les autres. Je crois qu'à chaque fois, il faut vraiment bien le redire parce qu'on se rend pas compte du danger absolu que ça représente, quoi. Ouais. Sur une aussi longue durée, ça veut dire qu'on dépasse même les traces des premiers hommes sur Terre quand on parle de durée de vie d'un déchet. Donc on dépasse même l'entendement. Difficile de s'imaginer, difficile de se dire qu'un scientifique ou quelques scientifiques pourront résoudre le problème sur toute cette durée. Et il faut savoir qu'il y a eu 15 autres sites dans le monde qui ont existé pour les centres d'enfouissement de déchets radioactifs. Ils ont tous fui ou implosé. Un déchet peut imploser en fonction de la quantité d'hydrogène qu'il peut avoir. Et donc automatiquement, c'est là ce qu'on critique. Quand on parle d'infiltration d'eau, il faut savoir que si les flux s'infiltrent, on aura... donc ça a été expliqué par un scientifique opposé au projet qui est Bertrand Thuillier, qui avait dit que par exemple l'infiltration d'eau provoquerait la contamination de l'eau de 6 arrondissements de Paris par exemple. Ça fait partie des problèmes de Bure, sans parler d'autres problèmes qui viennent derrière, de la conception. Aujourd'hui ils sont un peu embêtés sur pas mal de sujets, mais dont celui-là par exemple ils ont jamais répondu sur l'infiltration d'eau. C'est une des questions qu'ils ont ils peuvent dépassées. Ils n'ont pas de réponse. Pas, donc ils n'y répondent pas en fait. Voilà, ils n'ont pas de réponse. Exactement, ils n'ont pas de réponse. Donc, bien. Alors, votre tour coïncide avec un grand débat public, encore un débat public qui est organisé pour le... Alors attends, c'est le plan de gestion des matières et des déchets radioactifs, le 5e plan. Donc on va nous demander notre opinion, hein. Et évidemment, on va en tenir compte, il n'y a pas de souci. Je voulais, pour introduire, je voulais juste passer un petit son. C'est Isabelle Duthirou qui est présidente de la commission particulière de débat public, je vais y arriver, 5e plan de gestion des matières et déchets radioactifs, qui nous explique à quoi ça sert ce débat. On fera un petit commentaire. Allez. Isabelle Arel-Duthirou, quel est le sens du prochain débat public sur les déchets radioactifs ? Le prochain débat sur la gestion des matières et des déchets radioactifs a vocation d'une part à informer les citoyens sur tous les modes de gestion existants à l'heure actuelle en ce qui concerne les matières et tous les déchets radioactifs, et aussi permettre l'expression de leur opinion, de leurs sentiments sur ce sujet qui est à la fois extrêmement technique, scientifique, mais qui également a une dimension philosophique, éthique extrêmement importante. Et pour nous, ce débat sera le moyen pour eux à la fois d'avoir la connaissance, de pouvoir connaître les enjeux, les principales questions qui se posent dans les 3 années à venir, qui sont les 3 années pour lesquelles le plan de gestion va fixer des objectifs, donc de pouvoir discuter des grands enjeux relatifs à la gestion des matières et des déchets radioactifs, qu'il s'agisse des déchets radioactifs de faible activité ou de haute activité vie longue, tous les types de déchets qui existent à l'heure actuelle, et de pouvoir se prononcer sur les options de gestion qui ont été retenues, celles qui sont envisagées pour l'avenir, et ainsi faire remonter aux autorités chargées de se prononcer sur ce plan de gestion les options, les choix qui leur paraissent les plus pertinents. Il s'agit donc d'éclairer
la décision à venir du gouvernement en la matière. C'était Isabelle Harel du Tirou pour Reporter le 29 novembre 2018. Eh ben, elle est pas belle la vie. Aïe, aïe, aïe. Des commentaires à chaud. Commentaire à chaud, une phrase que je la connais pas très bien, cette phrase-là, mais une phrase de l'OMS de 1958 qui dit il faudrait que la population s'accommode de l'ignorance et de je sais plus l'autre terme de l'ignorance et donc d'un deuxième terme qui ont mis en parallèle l'ignorance sur les problèmes de radioactivité. Enfin, je sais plus la phrase exactement, mais c'est l'OMS 1958. Oui. Ça, j'ai la date et le. Oui, c'est le rapport, sur disant grosso modo que les gens sont dingues et qu'on est tous phobiques et que ça relève de la psychanalyse, quoi, notre peur. Oui. Après, en parlant purement sur Bure, et pas que, parce que ce nouveau débat public, ce troisième débat public qui concerne Bure, il va valider en même temps la continuité des centrales, donc de rallonger la durée de vie des centrales. Il va concerner aussi la création d'une nouvelle piscine en France, donc on pense que c'est du côté de Belleville, parce que la Hague déborde de radioactivité et de déchets. Et il va aussi concerner l'acceptation de l'EPR de Flamanville et aussi, in fine, du coup, le projet de Bure derrière. Alors ça, c'est le plan particulier, le PPE, là, ça arrive en même temps, en fait. Voilà. Ça, c'est le truc qui a été accepté entériné par Macron, là, enfin proposé par Macron, donc on est bien dans la prolongation des réacteurs, comme tu viens de dire, démarrage de l'EPR. Mais le débat public là dont parlait cette dame, c'est bien celui sur la gestion des déchets. Ouais, mais c'est compliqué parce que... Oui, pardon, excuse-moi. Mais effectivement, le plan particulier d'énergie présenté par le gouvernement, là, enfin entériné par le gouvernement, valide aussi, doit valider le projet CIGEO, la déclaration d'autorisation de construction cette année. Il faut savoir que ça a toujours été une galère pour eux de le valider. Hein. Ils ont essayé de le mettre dans la loi de transition énergétique. Je crois que c'était Ségolène Royal ou je sais plus qui d'autre qui avait enlevé alors qu'est-ce que fout dans la transition énergétique un projet d'enfouissement de déchets, sachant que c'est de l'enfouissement et du coup on les met dans un trou, on n'en parle plus après. En termes de gestion et de transition énergétique, on en est loin. Mais du coup il a été retiré, c'est plus, je sais plus, c'était entre 15 et 30 fois qu'ils ont essayé de l'insérer dans des lois. La loi, je sais plus, la loi que Macron avait essayé de faire passer, c'est pas. Enfin, en fait, ils ont essayé de l'insérer dans plein d'endroits. C'est impulsé par des politiques qui trempent dans cette affaire, donc automatiquement ils essayent vraiment de le valider. Savoir que donc il y a déjà eu 2 débats publics concernant Bure. Oui. Pas une seule fois on a demandé si les gens localement ils en voulaient déjà. Donc ça a déjà été une vaste blague. On présente le projet et on essaye de faire valider des choses comparé à des gens qui n'y connaissent rien la plupart du temps clairement en radioactivité et tout. Je ne dis pas que je connais quelque chose là-dedans, je dis juste que la majorité de la population est quand même bien ignorante là-dessus. Alors quand elle annonce que c'est pour informer les gens, j'ai du mal à y croire dans le sens où c'est déjà bien orchestré par l'industrie, que ça va dans leur sens dans tous les cas. Moi, je m'étonne pas de la finalité du débat pour dire que ça sera l'enfouissement qui sera retenu comparé à l'entreposage en surface ou etc. Sachant que c'est quand même une décision assez grave dans le sens où à partir du moment où on enfuit, on va pas les récupérer, alors qu'en surface, la seule différence avec la surface ou la subsurface, on est à moins 30 mètres, moins 50 mètres maximum. On peut surveiller les déchets, voir si ça fuit, et si ça fuit, on peut au moins intervenir dessus. Moins 500 mètres, on ferme le trou et on n'en parle plus, quoi. C'est les 15 autres sites où il y a eu des fuites et où ça a implosé. C'est un peu le constat qu'on fait. Et même un des exemples en France, c'était Stocamine en Alsace. Je sais plus c'était quoi le revêtement, le sous-sol en fait. Ça concernait les déchets industriels, chimiques, etc. Déjà dans les dossiers, ils ne devaient pas avoir d'amiante, ils ont retrouvé de l'amiante. Ils ne devaient pas avoir de mercure, ils ont retrouvé du mercure. Ils avaient décidé de
retirer 30%, donc ça fuit. Ils avaient décidé de retirer 30% des déchets, ils ont décidé au final de tout laisser en place. 7 millions de personnes boivent l'eau potable qui sera contaminée par ce déchet, cet enfouissement, quoi. Ouais, pour revenir, enfin reparler du débat public, là, j'ai retrouvé le dossier de l'ANDRA, donc c'est l'agence nationale qui s'occupe de gérer, entre guillemets, puisqu'il ne gère rien du tout, les déchets radioactifs. Et donc ça, c'était le dossier de préparation du débat public de 2013. Hein. Il y a déjà eu un débat public en 2013 qui a été boycotté par les gens, les assos. Ce débat, ils ont été obligés de le faire par Internet tellement ils se sentaient à l'aise d'aller dans les salles pour présenter leur machin. Donc ça a été un débat public fait par Internet. Je vous passe déjà le côté discriminatoire de l'affaire, mais enfin bon. Et donc, il y avait dans le rapport de l'ANDRA un truc simple, il n'y a pas besoin de débat public, c'est écrit. C'est pourquoi le Parlement a retenu en 2006 la mise en œuvre d'un stockage profond comme seule solution capable d'assurer la sûreté à long terme des déchets radioactifs, tout en limitant les charges pesant sur les générations futures. Donc, point barre, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, c'était les conclusions. Même le premier débat public 2005-2006, c'était les mêmes choses en fait. C'est-à-dire qu'au départ, ils présentent en disant on vous parle de l'anthropogène en surface, on vous parle du stockage en subsurface, on vous parle d'autres moyens, la transmutation, etc. Mais à chaque fois, ils concluent l'enfouissement. Et c'est à chaque fois là, en fait, où les deux premiers débats publics, à chaque fois, la conclusion a été celle-ci. Donc c'est pour ça que de voir la première conclusion du premier débat, de voir ça, les conclusions, on peut les avoir sur Internet aussi. De voir que le deuxième débat, de voir aussi qu'on a toujours les mêmes conclusions, automatiquement, ça laisse penser que le troisième débat servira à rien et ce sera les mêmes conclusions qu'on a. Et ce qui est terrible sur le deuxième, par exemple, sur le deuxième débat public, c'est que ils l'ont déplacé sur Internet. Or, la population locale ne va pas sur Internet, n'ont pas Internet. C'est la population agricole qui n'ont pas besoin d'aller sur Internet. Et donc là, ça montre bien justement la volonté de faire taire la population locale aux dépens de la population, aux dépens de tout le monde en fait, et de eux-mêmes donner les conclusions sans même une seule fois demander est-ce que vous en voulez dans tous les cas. C'est terrible. Oui. J'étais au débat public de 2013 là, à Bure. Il était clair dans la salle que personne n'en voulait. Hein. Ils sont partis assez piteux, on est entièrement les gars. Hein. Ils sont partis. Le premier débat, c'est la première soirée, c'était à Bure, dans une super salle qui a coûté 900 000 euros pour 90 habitants. Ça a été boycotté avec des interventions intérieures. Deuxième, c'est passé à Bar-le-Duc où tout le monde a applaudi et au final, personne n'a réussi à parler sur scène. Où ça a duré 1 heure d'applaudissements, c'était assez magnifique. Et au final, ils ont décidé, donc la troisième date, c'était Nancy, et ils avaient décidé au final de tout... de lâcher l'affaire sur le débat public physique, mais de déplacer sur Internet. Et c'est pareil sur les gens qui intervenaient sur Internet. On sait qui a intervenu en disant je suis pour. Voilà. Évidemment. Alors, on va parler de ce qui se passe du noyau dur de résistance là du côté de Bure, parce que c'est très intéressant ce qui s'y passe. Vous êtes, je ne sais pas si en tout cas, les gens qui sont sur place, les militants, les opposants qui sont sur place, sont soumis quand même à un climat de répression permanent. Tu peux nous en parler? On en a déjà parlé. On a fait des émissions avec en reprenant les vidéos des associations des gens qui étaient qui sont accusés d'être associations de malfaiteurs, etc. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, donc on est 1 an après l'évacuation du bois. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est ce bois-là? Voilà, alors le bois a été occupé à un moment donné parce que pour dénoncer déjà le fait que la vente était illégale, donc une première occupation. Pour dénoncer cela, s'en est suivi une évacuation, une réoccupation, c'est comme ça 3 fois. Au final, le tribunal de Nancy, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, a annoncé que cette vente était illégale, donc entre l'ANDRA et la mairie de Mandres, qui avait vendu le bois à 6h du matin, de façon assez ridicule, sans avoir tous les gens dans le conseil, etc., etc. 6h du matin, donc on voit bien le côté un peu mafieux de cette histoire. Et du coup, ça
Ça a provoqué une deuxième revente qui maintenant a aussi un recours en justice aujourd'hui, mais n'a pas encore de conclusion. Donc le bois aujourd'hui appartient à l'Andra, mais même s'il y a un recours en justice, ça sera, on attendra d'avoir les suites de l'histoire. D'accord. Et donc, vous Et vous du êtes coup, battu pour réoccuper ce lieu qui était considéré comme illégalement cédé à l'Andra. voilà, c'était vraiment une vente illégale. La Ouais. première était vraiment illégale. Il n'y Ouais. avait même pas de papier prouvant le truc où il était écrit à la main sans les formes administratives habituelles. Du coup, Ouais, même s'il y a eu donc le climat de répression permanente, parce que ça, voilà, voilà, j'allais ouais. en venir. Ouais, pardon, J'allais en venir en fait. Et du coup, depuis cette histoire, donc depuis un an, depuis l'évacuation du bois en février l'année dernière, ils ont décidé de mettre un escadron de police qui habite directement dans le laboratoire, 80 gendarmes qui sont continuellement sur place. Bure, c'est 90 habitants. Mandre, on a un peu plus d'une centaine d'habitants. Et tous les villages autour, c'est comme ça. Donc, il faut savoir que sur la Zira, donc c'est la zone qui concerne le projet CIGEO en surface. C'est vraiment la zone, les mètres carrés qu'ils ont besoin pour qu'ils ont toujours pas en entier, mais qu'ils ont besoin pour ce projet en surface. Enfin, pour ce projet qui se passe en souterrain, mais ils ont besoin des terres en surface. Ouais. Et du coup, dans cette Zira, donc on va dire dans les 10-20 km aux alentours du laboratoire, c'est invivable. C'est-à-dire qu'ils poussent les gens à l'outrage, que ce soit des locaux, comme ce soit des militants. Ils veulent vraiment mettre une tension entre tout le monde là-dessus. Savoir que, par exemple, un local nous a dit qu'il s'était fait contrôler 40 fois en un mois, par exemple. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu te fais contrôler, tu reviens chez toi, tu te fais contrôler. Si tu passes dans un autre village et qu'il y a un contrôle de gendarmerie, tu te referas contrôler au moment où tu vas passer devant, et si tu repasses en revenant chez toi, tu te referas contrôler. Et c'est vraiment pousser les gens à bout, pousser les gens à un outrage, au point que, par exemple, il y a une journée, alors c'est la première, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça en France, peut-être même ailleurs, je sais pas, où on décide d'avoir une journée au tribunal où la journée n'est absolument pas remplie, là au tribunal de Bar-le-Duc. En attendant, donc c'est tous les 3 mois à peu près, 2-3 mois, où ils ont réservé une journée que pour Bure. Les affaires qui sont pas encore sorties, mais qui vont tomber entre le moment où ils ont décidé de réserver cette journée au moment où la journée se passera. D'accord. Donc ils attendent Donc des outrages. ils planifient les Voilà. procédures, d'accord, à l'avance. Avant À que l'avance, le délit soit commis, ou pas. Avant que le délit soit commis. D'accord, Ouais. ouais, d'accord, ou qu'ils estiment que le délit est commis. D'accord, c'est bien. C'est parce qu'ils essaient vraiment de pousser les gens à bout, parce que si tu te fais contrôler et que tu sors de chez toi chercher ton pain, dans le village d'à côté, tu vas te faire contrôler 4 fois. Si tu vas aller boire le café chez un copain, tu vas te faire contrôler 4 fois. Et que c'est juste une journée normale d'aller chercher son pain et de boire un café chez un ami, on va dire, au moins une fois par semaine. Et ça monte les tensions dans tous les cas. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire monter la tension entre les gens. Et que ce soit les pour, les contre, peu importe. Ils y vont à l'appel et ça les gêne pas. Donc c'est vraiment la pression, la répression au plus haut point. Et du coup, depuis, il y a eu aussi l'affaire l'association de malfaiteurs, donc essayer de trouver des meneurs, alors que dans une lutte, il n'y a jamais eu de meneur à Bure ou ailleurs. Essayer de trouver des meneurs pour essayer de les faire taire et essayer de les amener en prison, de leur mettre un procès, etc. etc. Donc c'est des choses qui pèsent lourd sur les militants, c'est des choses qui pèsent lourd localement et sur la lutte en général, parce que les perquises se sont pas faites que à Bure, elles se sont faites donc là on a plusieurs dizaines de perquises, elles se sont faites un peu partout en France, et que c'est vraiment essayer de faire taire la lutte localement et la lutte nationalement, internationalement, vraiment sur ce sujet, sur le sujet de Bure, et voilà quoi. Je vais juste, il y a sur le site internet de Bure, là, il y a Bure, il y a une liste des, faut vraiment la lire, quoi. C'est incroyable, des procès passés à venir. Je vous en cite un, quoi. Vraiment, enfin, il y en a comme ça prête à rigoler, mais franchement, c'est pas drôle, quoi. Septembre 2016, Florent interpellé lors de la première expulsion du bois est jugé pour violence sur agent. On l'accuse d'avoir, au beau milieu d'un nuage de gaz lacrymogène, mordu le doigt d'un policier qu'il avait saisi par derrière en mettant la main sur sa bouche. 6 mois de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction de territoire. 2 personnes sont jugées pour un tag réalisé sur une ancienne gare en ruine appartenant à l'Andra. Andra, gare à toi, tout est à nous, rien n'est à toi. Accompagné d'une fresque magnifique que l'agence, amatrice de beaux-arts, vous avez beaucoup d'humour, j'aime bien, s'est vantée de ne pas effacer.
Amende 400 € avec sursis, assortie de 2 mois de prison avec sursis pour refus de prélèvement d'ADN, etc., etc., etc. Il y en a un qui a montré ses fesses à un agent. Wow. Bon, mais enfin, c'est complètement ahurissant, quoi. Ah oui, ça Ouais, aussi, je ouais, il y a l'adore, des... celui-là. Une personne attrapée en balade dans la forêt du Bois-le-Jus, jugée sous identité anonyme pour attroupement en vue de commettre des violences sur agents ou des destructions. Alors, on cite habillé de manière tendanciellement uniforme, avec des gants, se masquant le visage, etc. 3 mois ferme. Bon, alors, moi, je peux que encourager tout le monde à aller à Bure. Hein. Non, il faut venir justement, il faut pas lâcher en fait, c'est ça le truc. Non, mais il faut vraiment Non, mais comprendre ça. vraiment. Il y a des dates, il y a 2 dates à venir, par exemple, c'est le 1er juin à Nancy, une grosse manif sur le nucléaire et sur Bure, et le 9-10-11 août, le festival des Burlesques, qui sont vraiment les 2 événements qui vont se passer à Bure. Maintenant, c'est sûr que y aller, bah, pour les gens qui auront écouté l'émission, c'est en connaissance de cause. Ça veut dire que derrière, on sait qu'on va se faire contrôler. Ça veut pas dire qu'on va faire forcément de la prison, mais bon, si on s'énerve un peu trop, c'est sûr que ça va un peu mal aller, quoi. Mais déjà, se faire contrôler. Un refus d'identité aujourd'hui, c'est 3 mois ferme. Il y a eu, par exemple, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu une pelle à tarte qui a été réquisitionnée. Attention, Ah oui, pelle à l'appel à tarte. tarte. Ah oui, j'ai vu ça. Le procès de l'appel à tarte. Non, mais on est sur des histoires complètement rocambolesques et vraiment c'est pousser les gens à bout et c'est vraiment le but, quoi. Et du coup on est sur des histoires un peu bizarres, quoi. C'est s'ils ont une personne dans le pif, ils vont le pousser à bout, etc., etc. Et pas que, parce que même les locaux aussi. Donc c'est un contexte. Après ça veut pas dire qu'on peut pas y aller, ça veut pas dire qu'il se passe pas des choses localement, mais c'est un peu plus compliqué, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'on fait l'Atomic Tour, c'est exporter la lutte pour expliquer ce qui se passe là-bas et essayer de réinviter les gens à revenir aussi, parce que c'est important, quoi, de pouvoir être présent, de pouvoir s'affirmer contre, parce que c'est une des, je sais pas, une des choses essentielles en tant qu'être humain, c'est de pouvoir dire à un moment donné je suis pas d'accord, de pouvoir l'affirmer. C'est quand même important, quoi. Et Bure, ça devient ouais, hyper complexe. Maintenant ça veut pas dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est invivable. Oui, le contexte est dur, mais voilà, faut s'attendre. Moi, ça m'était déjà arrivé, hein, mais de prendre le café et de se faire filmer. Oui, bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent, et de se faire contrôler, etc. Aussi, maintenant, il faut le savoir avant d'y aller, ça c'est sûr. Bon, c'est aussi, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est aussi que c'est le point de convergence, là, enfin, des luttes antinucléaires qui sont quasiment, il faut bien le dire, inexistantes en France, quoi. On a été assommé par le nucléaire, on est assommé par le nucléaire, et il y a plus, et maintenant on est devant le fait accompli. Enfin voilà, et ce projet d'enfouissement, il est symptomatique de toute l'horreur nucléaire, quoi. Et donc parce que en enfouissant des déchets, on explique bien que hop, tout va très bien et qu'on peut continuer à en produire, quoi. Et c'est ça le truc. Alors qu'on sait parfaitement bien que même si ils sont pas enfouis, ces déchets, même s'ils sont ailleurs, stockés ailleurs, ils vont quand même continuer à rayonner. Et ils vont quand même continuer à être sous surveillance pendant des millions d'années. C'est impossible. Bah ouais, parce que rien que sur l'histoire de l'implosion, enfin c'était une réflexion que quelqu'un m'a dit sur l'Atomic Tour. Mais il y aura des puits de ventilation, très bien, mais est-ce qu'ils vont les surveiller pendant 1 million d'années? Mais Les non. puits de ventilation. Mais non. Ce sera toujours le même mec. Etc. Que ça soit les mener à l'oubli ou essayer d'essayer de faire perdurer une mémoire. Il y a un très bon film, par exemple d'Isabelle Masson, qui met en parallèle les déchets de la Seconde Guerre mondiale. On a enfui les obus de la Première Guerre mondiale, on a enfui les obus. Et on a oublié où on les a enfuis, en fait. Il y a des endroits, on a redécouvert des endroits où il y avait de l'arsenic, enfin des obus à l'arsenic, etc. Et là, on parle que d'une centaine d'années. Et oui. En termes de mémoire, quand on met en parallèle les pyramides d'Égypte, on n'arrive toujours pas à tout traduire des hiéroglyphes. Ça donne au moins... on est que sur 2000 ans, donc on n'est toujours pas sur sur une période de durée d'un déchet, quoi. Donc c'est là en fait où ça devient problématique. C'est soit on oublie, et dans ce cas-là,
c'est oublié, donc ça va polluer et on n'est pas à la surprise d'une personne qui viendra creuser et puis trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant en dessous, parce qu'il y a un potentiel géothermique en dessous aussi, enfin autour de je sais plus si c'est en dessous du labo ou au-dessus, mais il y a un potentiel géothermique. Un laboratoire suisse indépendant a mis en avant le fait qu'il y avait vraiment un potentiel géothermique et que nous, que eux en Suisse, ils auraient déjà exploité ce potentiel, alors que nous en France, on dit qu'il n'y en a pas, sachant que les relevés de l'ANDRA ont été très mal faits pour valider ça. Donc automatiquement, des gens vont creuser dans le coin. Donc automatiquement, peut-être, ils seront de doigts de creuser sur les déchets. Pour les gens qui, si on prend l'option d'oublier, et si on prend l'option de continuer la mémoire de ce projet, comment on fait en fait? Comment on fait quand on parle de 2000 ans, on oublie déjà les hiéroglyphes, quel dessin utiliser, etc., etc. En fait, c'est là où ça devient vraiment le chat, le chat qui se mord la queue, c'est vraiment compliqué c'est un projet qui est pas viable dans le temps. C'est la base du truc, vraiment. Enfin bon, c'est dommage, je serai pas là quand vous passerez, mais c'est la base, parce que vraiment, faut en discuter de ça. La base du truc, c'est que pour moi, le slogan "Stop à l'enfouissement", c'est pas vraiment un slogan, parce que même si on les met à côté ces déchets, des centrales nucléaires, des machins en subsurface à 30 mètres, à 2 mètres dans l'espace, au fond d'un trou, enfin bon, bref, tout ça, ça va, quoi qu'il arrive, continuer à émettre de la radioactivité. Quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est terrifiant, et c'est ça qui est même pas entendable par l'esprit humain, c'est que ça va continuer, quoi. Et voilà. Et, oulala. Bon, bref, c'est comme dit la dame là sur Madame Isabelle, je sais plus quoi là. C'est vraiment une question philosophique. Elle a raison. Oui, c'est philosophique maintenant. C'est est-ce qu'on est prêt à tout ça? Enfin non, c'est une question philosophique, mais c'est juste complètement hallucinant de voir que leur merde, on est obligé de les gérer, quoi. On est obligé de réfléchir dessus à leur place, alors que oui, on n'a rien demandé. Leur boulot, quoi. Oui, on n'a rien demandé. Surtout, on n'a rien demandé. Bien. On n'a rien demandé, mais on l'a quand même. Donc, on va se quitter. Je vais quand même. Alors, merci. Je vais vous donner le programme de la Tour à Marseille, qui est encore en construction, mais ça prend tournure bien. Donc le 17 avril à Aix, au café 3C à 19h30, débat et film, on verra ce qu'on projette. Le 18 avril à 19h30 à la Casa Consola, débat film. Le 19 dans le local de Solidaire, débat film. Je mets tout ça avec des points d'interrogation parce qu'on n'a pas encore décidé. Voilà, il faudra voir quel film on projette, etc. Mais enfin, vous serez là. Donc à Aix le 17 et le 18 et 19. Zut, c'est le 19 ou le 20, Solidaire? Bon, bref, on refera un petit topo la semaine qui précède. Voilà, comme ça on sera... À savoir, vous avez toute l'information sur atomique-tour.org. Voilà, il y aura toutes les infos sur l'étape de Marseille, en cliquant sur la carte. Ah bah voilà, parfait, voilà. Très bien. Vous êtes vachement plus organisé que nous, c'est super. Bon, on va se laisser là-dessus. Bon courage à vous, c'est super ce que vous faites. Et puis on essaiera de se voir à Bure. Il faut y aller à Bure. Ah, il faut y aller. Il faut y aller. Et donc, eh bien, merci à nos techniciennes, Aïcha et Erika. Et on se retrouve la demi-heure radioactive dans quelques semaines, dans 15 jours. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. And humility so high, dance all night and